régions d'Europe, consultez notre site internet euronews.net. Vous êtes sur Euronews, le journal. Fissure dans le front anti-taliban autour de Kunduz et report de la conférence de Bonn sur l'avenir de l'Afghanistan. En Espagne, condamnation de l'attentat meurtrier contre la police basque. Pour la première fois, le TA assassine une femme policier. Journée sanglante au Proche-Orient, l'un des principaux chefs militaires du Hamas abattu dans un raid, ainsi que plusieurs Palestiniens. Enfin sport, le Polonais Adam Malis remporte la première épreuve de la Coupe du Monde de saut à ski. Des divergences dans l'Alliance du Nord, les uns qui combattent, les autres qui négocient. Le front militaire anti-taliban n'est décidément pas uni autour de Kunduz, dernier bastion des étudiants en théologie dans le nord de l'Afghanistan. Des combattants tadjiks ont progressé en direction des positions talibanes alors que des factions ouzbèques tentaient de négocier la reddition de la milice fondamentaliste. 15 000 combattants sont piégés à Kunduz, dont des centaines d'étrangers. Si les négociations n'aboutissent pas ce samedi, les combats vont reprendre, a affirmé l'un des responsables de l'Alliance du Nord. Selon l'agence afghane islamique Presse, des douzaines de personnes ont été tuées ou blessées par les bombardements américains à Kunduz. Bombardements qui ont retenti également près de Kandahar, fief des talibans, où les États-Unis traquent Ben Laden. Le président officiel de l'Afghanistan, Burhanuddin Rabbani, prêt à se mettre en retraite pour la stabilité de son pays. Rabbani, qui est reconnu par la communauté internationale, est disposé à renoncer à ses fonctions si la conférence de Bonn sur l'après-Taliban débouche sur la nomination d'un leader intermédiaire. Cette conférence se tiendra à la résidence de Petersberg mardi et non plus lundi comme prévu. Un report dû à des questions de logistique, a assuré l'émissaire spécial de l'ONU pour l'Afghanistan. Ces questions concerneraient des problèmes de traducteurs mais aussi d'organisation liés au Ramadan. 20 à 30 participants afghans sont attendus, des membres de l'Alliance du Nord et entre autres des envoyés de l'ex-roi Mohamed Zahir Shah. À Termez, en Ouzbékistan, depuis près de 2 semaines, les ONG bataillent pour organiser un pont aérien vers Mazar-i-Sharif, la ville du nord de l'Afghanistan où des milliers de déplacés se trouvent sans aucune ressource. Les autorités ouzbèques refusent toujours d'ouvrir leurs frontières et avec l'approche de l'hiver, le coordinateur pour les Nations Unies a peur d'arriver trop tard. Si la situation se prolonge, nous ne pourrons pas porter assistance à temps aux régions les plus affectées. Les souffrances humaines risquent de prendre une tournure dramatique. C'est une course contre la mort. Jeudi et vendredi, Charles Jospin, le ministre français de la coopération, a aussi tenté de convaincre les autorités ouzbèques. Une soixantaine de soldats et 25 tonnes d'aide humanitaire français sont bloqués à Termez. C'est la rivière Amoudaria qui fait office de frontière avec l'Afghanistan. En permettant de la traverser, l'Ouzbékistan craint de voir l'instabilité afghane s'exporter sur son sol. Sous le drap gît le corps d'une femme. Elle appartenait à l'Ertzaintza, la police basque. Anna Arostegui réglait la circulation à Beasain, au Pays basque espagnol, ainsi qu'un de ses collègues, lorsqu'ils ont été abattus par balle. Un crime attribué à l'ETA, l'organisation séparatiste basque. Une nouvelle fois, l'Ertzaintza, symbole de l'autonomie basque, est visée. Mais pour la première fois, c'est une femme policier qui a été assassinée. L'ETA, une nouvelle fois, détruit des familles et détruit le Pays basque, a déclaré le président de la région, le nationaliste modéré Juan José Ibarretxe, qui a suspendu un voyage en République tchèque pour revenir au Pays basque. Policiers, juges, élus, journalistes, au total 38 personnes ont perdu la vie depuis décembre 1999 dans des attentats portant la marque de l'ETA. Au moins 7 Palestiniens tués en une seule journée au Proche-Orient. Parmi eux, Mahmoud Abou Hanoud, l'un des principaux chefs militaires du Hamas, le mouvement radical islamiste. Israël poursuit sa politique de liquidation. Mahmoud Abou Hanoud a été tué dans un raid d'hélicoptères israéliens hier soir près de Naplouse, selon le Hamas. 2 autres Palestiniens ont péri à ses côtés.
Un adolescent a également été abattu par les forces israéliennes dans la bande de Gaza alors qu'il jetait des pierres. Tsahal a tiré aussi sur une voiture civile, tuant un homme et blessant grièvement une femme. 2 autres Palestiniens ont perdu la vie dans une explosion en Cisjordanie. Dans la journée, 30 000 Palestiniens ont pris part aux funérailles des 5 enfants tués jeudi dans la bande de Gaza. L'un d'entre eux aurait donné un coup de pied dans un obus israélien. Un obus placé dans le camp de Khan Younes, probablement par Tsahal, ont estimé des responsables palestiniens. Ils accusent Israël de vouloir saboter les efforts des États-Unis pour obtenir un cessez-le-feu. Milošević a été inculpé de génocide pour son rôle dans la guerre de Bosnie par le tribunal pénal international et à Sarajevo, c'est la satisfaction. Le ministère bosniaque des Affaires étrangères espère que cette inculpation va activer l'arrestation de Karadzic et Mladic, les ex-chefs politiques et militaires des Serbes de Bosnie. Nous souhaitons les voir en prison, dit ce porte-parole du ministère. Ratko Mladic et Radovan Karadzic sont les principaux accusés du massacre de Srebrenica en juillet 1995, massacre de milliers de musulmans. Mladic et Karadzic sont toujours en fuite. Les familles des victimes, qui n'ont pas oublié la passivité de la communauté internationale à cette époque, sont heureuses d'apprendre l'inculpation de l'ancien maître de Belgrade. Toutes les mauvaises choses que nous avons subies sont arrivées de Belgrade, se souvient Munira Subasic. Et en 1995, quand nous sommes venus de Srebrenica, nous avons clairement dit que ce qui a été fait avait été décidé par Milošević et les responsables militaires de Belgrade. Milošević avait déjà été inculpé notamment de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité pour son rôle dans le conflit du Kosovo puis dans la guerre en Croatie. L'ancien homme fort de Belgrade, qui a déjà comparu 3 fois devant le tribunal pénal international, défie toujours le TPI. Des dizaines de Santa Claus, de Père Noël, souriants et bien enveloppés, de quoi égayer le visage de New York. Ils ont arpenté les rues de Manhattan afin de récolter des fonds pour un programme caritatif. Le nombre de sans-abri a augmenté à New York. Beaucoup de gens ont été durement affectés sur le plan économique par les conséquences des attentats du 11 septembre et les associations caritatives sont donc indispensables. Les New-Yorkais se montrent là encore solidaires, comme cette femme. Je n'ai pas été touchée sur un plan économique par les attentats, mais des proches oui. Alors je fais ce que je peux pour que les gens gardent leur travail. Alors cette femme consomme autant qu'elle peut. Le lendemain de la Thanksgiving marque le départ des achats de Noël. Et cette année, la consommation à New York sera peut-être davantage liée au mot solidarité qu'à ceux de fêtes et dépenses. Et à présent, l'essentiel de l'actualité sportive. Les titres, Adam Malisz s'envole dans l'épreuve d'ouverture de la saison de saut à ski. En Angleterre, soulagement, la grève des footballeurs n'aura pas lieu. Et puis le monde du football inquiet après le contrôle positif de Guardiola. Adam Malisz, Martin Schmidt et Katsuyoshi Funaki tiercé gagnant de la première épreuve de la Coupe du Monde de saut à ski disputée vendredi en nocturne sur le grand tremplin de Kuopio en Finlande. Troisième donc de cette épreuve d'ouverture, le japonais Funaki s'offre une place sur le podium grâce à 2 sauts à 122 mètres et 123 mètres 500. De bon augure pour le sauteur nippon qui remettra en jeu son titre olympique en février prochain à Salt Lake City. Martin Schmidt, lui, doit se contenter de la 2e place. Pourtant, l'Allemand va être crédité du plus long saut de la soirée. Sur sa première tentative, l'ancien champion du monde atterrit au-delà des 126 mètres, 126 mètres 500 précisément. Les juges vont pourtant lui préférer son grand rival, Adam Malisz. Une réception plutôt moyenne de Martin Schmidt permet aux Polonais d'enlever cette première épreuve de la saison. Le champion du monde en titre s'impose avec 2 bonds à 123 mètres 500 et 126 mètres 500. Victoire d'Adam Malisz, mais Martin Schmidt n'a pas dit son dernier mot. Et dès samedi, toujours sur le grand tremplin de Kuopio, l'Allemand tentera de prendre sa revanche.
Ronny Ackermann, nouveau porte-drapeau du combiné allemand en l'absence de son chef de file Marco Backer, gravement blessé en début de semaine. Le représentant de la Mannschaft s'est placé d'entrée comme l'homme à battre cette saison en ski nordique en enlevant haut la main à Kuopio en Finlande la première épreuve de la saison. Pour son 4e succès depuis ses débuts en Coupe du Monde, Ronny Ackermann, 25 ans, a réalisé une véritable démonstration en survolant dans un premier temps l'épreuve de saut à ski au grand tremplin. De bonds à 125 et 128 mètres qui vont lui permettre de devancer alors l'Autrichien Willem de Nifl. Et Ronny Ackermann, deuxième de la Coupe du Monde l'an passé derrière l'Autrichien Felix Gottwald, ne va pas craquer lors des 15 km de ski de fond. Au contraire, il va même accentuer son avance sur ses principaux adversaires pour s'imposer avec 33 secondes d'avance sur son compatriote Björn Kircheisen. Le Norvégien Christian Hammer privant l'Allemagne d'un triplé dans cette première épreuve en devançant sur le fil Sebastian Asenay. En patinage de vitesse, Annie Freisinger confirme sa supériorité sur le 3000 mètres. L'Allemande de 24 ans a remporté vendredi à La Haye aux Pays-Bas sa 10e victoire consécutive sur la distance. Elle profite au passage de cette 3e étape de la Coupe du Monde 2001-2002 pour établir un nouveau record de la piste en 4 minutes 12 secondes et 52 centièmes. L'Allemagne, décidément intraitable dans la discipline, décroche également la 2e place grâce à Claudia Pechstein. Les Néerlandaises se contentent du coup des miettes avec les 3e et 4e places de Tony de Jong et Renate Grunwald. En Angleterre, la grève des droits télévisés n'aura pas lieu. Les clubs professionnels et l'association des footballeurs ont trouvé finalement un accord sur la répartition des droits de télévision. La PFA, l'association des joueurs professionnels, touchera finalement plus de 83 millions d'euros sur 3 ans, après que les clubs aient décidé de mettre sur la table près de 2 millions d'euros supplémentaires. Gordon Taylor, le président de la PFA, est au final assez loin des 40 millions d'euros annuels demandés précédemment. Mais les joueurs ont décidé finalement de se montrer raisonnables. Ils seront bien présents début décembre sur les pelouses anglaises. Pas de but au Portugal dans le match avancé de la 12e journée entre Guimarães et Vitória Setúbal. Pas de changement en tête du classement du championnat, même si Guimarães remonte à la 6e place. Setúbal est dans la 2e partie du classement en 11e position. Le monde du ballon rond s'interroge après le contrôle positif à la Nandrolone de Pep Guardiola, l'un des piliers de la sélection espagnole. Ernesto Alichico, le médecin de Brescia, a confirmé vendredi que la dernière recrue du club italien avait pris un complément de vitamines, mais que ces produits étaient bien autorisés par la Fédération de football international. En attendant des résultats plus approfondis, le contrôle positif de Pep Guardiola inquiète les médias internationaux. L'ancien capitaine du FC Barcelone est le 11e joueur contrôlé positif à la Nandrolone dans le championnat italien depuis le mois d'octobre 2000. De quoi rendre beaucoup plus crédible le message d'alerte lancé voilà 2 ans par Zdeněk Zeman. Le Tchèque, alors entraîneur de la Roma, parlait d'un dopage généralisé dans le football italien. Aujourd'hui, les faits sont là, même s'il est bien difficile de mettre seulement le championnat italien sur la sellette. Autre source de polémique, la durée des sanctions prises par le comité olympique italien qui semble varier suivant la notoriété des joueurs. Fernando Couto et Edgar Davids, stars du calcio, ont vu leur suspension ramenée de 8 à 4 mois. Christian Bucci et Salvatore Monaco de l'équipe de Perugia, des joueurs beaucoup plus modestes, ont écopé pour leur part d'une sanction plus lourde avec 8 mois de suspension. En tout cas, la Nandrolone ne semble pas avoir quitté le championnat italien. Quelques jours avant, Pep Guardiola, c'est Jaap Stam, passé de Manchester à la Lazio à l'intersaison, qui avait été contrôlé positif. Suspendu dans la foulée par ses dirigeants, le défenseur néerlandais attend toujours le résultat de sa contre-expertise. Comme Guardiola, la suite de sa carrière pourrait être sérieusement mise en pointillé en cas de nouveau verdict positif. Voilà, c'est tout pour le sport. À quelques semaines de l'arrivée de la nouvelle monnaie, les pays de la zone euro se penchent sur les nuances orthographiques et grammaticales à lui apporter. Alors, l'euro, comment cela s'écrit-il ?
a newspaper will cost around €1.14. L'euro aura le même nom dans tous les États membres, mais le terme connaîtra tout de même quelques aménagements selon les langues et les pays. Madrid, décembre 1995. Le Conseil européen adopte finalement l'euro comme dénomination officielle de la future monnaie unique. Exit l'écu d'abord favori. Plusieurs pays n'auront pas été convaincus par ce terme. À quelques semaines à peine de son lancement concret, c'est aujourd'hui l'orthographe, le genre et l'accord de la monnaie unique qui font débat. Doch nur wenige Wochen bevor es ernst wird, sorgt die neue Einheitswährung für grammatikalische Kopfschmerzen, insbesondere bei den Südländern. In Italien zum Beispiel heißt es offiziell im Plural und Singular Euro. Im Sprachgebrauch durften sich jedoch die Euri durchsetzen. En Espagne, die Spanier, Portugiesen und Franzosen können nicht umhin, bei der Euro-Mehrzahl hinten ein Plural-S ranzuhängen. Quant au 100, la très officielle subdivision de l'euro, il est loin de susciter l'enthousiasme. Du coup, plusieurs États membres lui préféreront le terme centime. Ce sera notamment le cas en Espagne, au Portugal, en Italie et en France. La France où l'on craignait en particulier la confusion entre l'appellation et le chiffre 100. En allemand, l'euro sera masculin et invariable au pluriel, tout comme le 100. Et enfin, en anglais, euro et 100 prendront la marque du pluriel, même si la Commission recommande l'usage du singulier pour les actes officiels de l'Union européenne. All diese Unterschiede, obgleich offiziell in der EU eigentlich die einheitliche Verwendung der Singularform Euro vorgeschrieben ist. Et c'est tout pour cette édition de Passe. Adressen Sie die Leinwand sur le 7e art avec Cinéma. En 11 ans d'existence, le festival de Cottbus en Allemagne s'est fait sa place. Le pari était ardu, faire découvrir le cinéma d'Europe centrale et orientale. Mais avec 400 millions de consommateurs, l'Europe de l'Est représente à elle seule un énorme marché. Les chasseurs de talent aussi sont pas trompés et s'intéressent aujourd'hui de plus près à ces productions. Carrefour professionnel et culturel, Cottbus revendique son rôle de passerelle. Roland Roust, directeur du festival. Je crois que ce qui rend les films d'Europe orientale spéciaux, c'est leur façon de raconter et de soigner les personnages. La plupart du temps, les personnages sont façonnés avec amour et beaucoup de tolérance. Ce sont aussi des films qui ont un message, des messages existentiels ou des interrogations sur la fonction de l'artiste. Des choses que l'on perd souvent dans les productions occidentales dictées par les stratégies marketing. On ne se demande plus trop qu'ai-je à dire en tant que réalisateur, qu'est-ce que je veux transmettre à mon public. De ce point de vue-là, je pense que les films d'Europe orientale ont un grand potentiel. Parmi les films présentés cette année, Péché Varvals, une production kazakh basée sur une histoire vraie, celle de soldats russes pris au piège dans une base de Peshawar en 84 pendant le conflit afghan et qui, après avoir appelé à l'aide, furent bombardés par les hélicoptères russes. Une histoire longtemps restée secrète. Der Streifen wurde in Russland auf mehreren Festivals prämiert.
Peshawar Waltz, déjà récompensé plusieurs fois, a été projeté dans le cadre d'une section spéciale consacrée au Kazakhstan et au Tadjikistan, deux pays qui ont une longue tradition cinématographique, mais aux industries durement touchées par l'effondrement soviétique. Aujourd'hui, Cottbus contribue au renouveau, mais qu'est-ce qui différencie fondamentalement le cinéma des deux pays, se représentant Tadjik nous répond. C'est avant tout une question de langue. Au Tadjikistan, nous parlons le persan. Au Kazakhstan, c'est la langue turque qui est parlée et cela a des implications. Des implications en termes de marché. Les films tadjiks se portent naturellement vers l'Iran, mais la censure y est sévère. Quant aux films kazakhs, leur premier marché potentiel est la Turquie, mais il est limité. Alors, quelles autres possibilités ? Je pense que nos réalisateurs peuvent choisir d'évoluer vers le cinéma occidental, répond l'ambassadeur kazakh en Belgique, lui-même scénariste. Mais ils doivent garder à l'esprit que notre identité nationale est unique, qu'elle doit être préservée. Il leur faudrait trouver un moyen de concilier identité nationale et compromis commercial. Zwischen kultureller Identität und Mainstream muss ein Mittelweg gefunden werden. Le film roumain aura surpris à Cottbus avec Stefan Dow, qui a remporté le prix spécial pour sa description très réaliste d'une jeunesse ingénue en quête d'un avenir meilleur. Ovidiu est chargé d'acheminer à Bucarest une livraison de supposés médicaments contre $2000, une aventure qui va tourner au cauchemar. Er wurde für seine realitätsnahe Darstellung des organisierten Verbrechens und seiner kleinen Handlanger mit dem Spezialpreis der Jury ausgezeichnet. Wie ist es denn nun konkret um die osteuropäische Filmproduktion bestellt? Roland Rust fasst zusammen. L'idée que l'on se fait du cinéma d'Europe orientale est fausse. Ces films sont malheureusement très souvent marginalisés, mis à l'écart dans les festivals. Mais il y a une production est-européenne. Dans plusieurs pays d'ailleurs, on voit non seulement une stabilisation de la production cinématographique, mais aussi une tendance à la hausse. Regardez la Pologne, 30 films par an, et la République tchèque, plus de 20 films par an. Y compris en Russie et en Hongrie, l'industrie progresse. Il est important de le dire. Il y a de l'argent pour produire des films, et même des films à gros budget, en Pologne par exemple, des films qui attirent un large public dans leur pays et y rivalisent avec les productions américaines. Exemple type, Bloc PL de Marek Bukowski, une production très vidéoclip pour un public jeune, un univers presque surréaliste dans une ville dortoir peuplée de personnages étranges et désenchantés. Schockfarbig übersäte Videobilder erzählen vom Hunger der Menschen nach Ekstase und Lebensgenuss. Le personnage principal, January Brunov, a aussi participé au financement du film. On a presque tout vendu parce qu'on voulait absolument faire ce film. Wszystkie pieniądze włożyliśmy również w ten film. Das Cottbuser Filmfestival ist gleichzeitig eine wichtige Kontakt- und Vermittlungsbörse zwischen osteuropäischen Au Festival de Cottbus, Bloc PL a fait ses débuts sur le marché international et l'accueil a été plutôt chaleureux. Le film a été projeté plusieurs fois et le public semble avoir beaucoup aimé. Nous avons été contactés par 2 distributeurs indépendants qui étaient intéressés, mais je ne veux rien confirmer avant que ce soit concret. Także nie będziemy tutaj rozwijać dalej tematu, żeby nie zapeszyć. Le Bulgare
bulgarische Regisseur Dimitar Petkov stellte in Cottbus sein neuestes Werk vor. The Devil's Tale raconte l'histoire d'un musicien qui rêve de quitter sa tour de béton, un homme tiraillé entre deux femmes. Enttäuschte Liebe mit mystischer Komponente. Der Teufel erscheint in der Gestalt eines modernen Mafia-Boss. Auch die bulgarische Filmproduktion leidet unter akutem Geldmangel. Si dans certains pays voisins l'industrie se développe, la Bulgarie a encore du mal à financer son cinéma, mais Dimitar Petkov se veut optimiste. Je crois que quand une idée est bonne, il est possible de trouver des fonds. Pour The Devil's Tale, j'ai mis 1 an et demi à rassembler l'argent et il m'a fallu 1 an de plus pour le tournage, le montage et tout le processus jusqu'à la sortie dans les salles. And 1 more year to shoot, to edit it, to present it to the audience. Immerhin, Dimitar Petkov konnte russische und vor allem japanische Produzenten für seinen Film gewinnen. Doch angesichts der aktuellen Statistik kann man den jungen europäischen Filmemachern nur die Daumen drücken. Von jährlich 200 osteuropäischen Produktionen schaffen es derzeit nicht mal 10 in die deutschen Kinos. Et c'est tout pour cette édition de cinéma. Jak مرتبه آردر روزمره خود ما خود بینست؟ را دوام بیرسانی. بله. چند تا بریستانی؟ مسئله افغانستان که به تطبیق خیلی مشکلی داره. برای خالق کشید. Et maintenant, un coup d'œil à la météo en Europe. Voici d'abord les prévisions pour les 24 heures à venir sur l'ensemble de l'Europe et du bassin méditerranéen. Voyons maintenant les prévisions pays par pays cet après-midi. On commence avec la France, la Belgique et les Pays-Bas. Voici ce qui vous attend au cours de la journée. Et les températures dans quelques-unes des principales villes, parmi lesquelles Amsterdam, Bruxelles et Paris. La situation plus au nord sur la Grande-Bretagne et l'Irlande et l'évolution au cours de la journée. Les températures à Londres, Dublin et quelques autres villes. Les prévisions pour la Scandinavie. Et les températures dans quelques-unes des principales villes de cette région pour les heures qui viennent. Voici à présent les dernières prévisions pour l'Allemagne, la Suisse et l'Autriche. Et les
Les températures dans les principales villes, notamment Vienne et Berlin. On continue avec l'Europe centrale et orientale. La situation aujourd'hui. Et voici les températures attendues en milieu d'après-midi. À présent, descendons plus au sud avec les prévisions pour la Grèce, la Turquie et l'est du bassin méditerranéen. Évolution météo en Italie et dans les Balkans pour le reste de la journée. Les températures à Rome et dans d'autres grandes villes. Et voici pour finir les prévisions pour l'Espagne, le Portugal et l'Afrique du Nord. L'évolution en milieu d'après-midi. Avant de faire baisser le cholestérol plus rapidement,